je pensais parler 45 minutes, 50 Ouais, maximum, et puis on discute ensemble. Voilà, ouais. 45 minutes en anglais ou En français. Mais ce sera peut-être du franglais, et en tout cas, ce sera du belge. On doit faire un effort. Alors 70, ça veut dire 70. C'est ça. 90, c'est suisse. Les Suisses, les Suisses sont allés beaucoup plus loin dans l'extrémisme. Ça dépend des endroits. Mais 90, oui, ça c'est en Les Suisses Belgique. sont encore plus logiques que nous. Oui, oui. Oui, c'est vrai. La mission, c'est quand tu Parce crées, que- quand tu veux. Un petit coup de café pour. Donc oui, vraiment, merci beaucoup à Mathieu et aux chaudronneries qui nous accueillent dans ce lieu vraiment chouette. Et puis merci évidemment à Michel qui vient de très loin. Moi, je suis très heureuse de rencontrer enfin Jean et Rose. Bonjour, merci de m'inviter. Je suis belge, j'ai 64 ans, j'ai 4 enfants et je vis en Thaïlande, Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, qui est très agréable. Et donc je me suis occupé des communs depuis déjà 10-15 ans au moins. Et donc avant le Covid, je voyageais beaucoup, j'ai visité les projets. Donc j'essayais un peu d'être ce qu'on appelle un intellectuel organique, comme disait Gramsci, donc qui est lié quand même à un mouvement social avec des gens qui font des choses, quoi, qui ont un ancrage. Donc pas penser simplement pour penser, mais penser pour quelque part avec un lien, avec quelque chose de concret. Et alors évidemment, depuis Covid, c'est un peu plus difficile, hein, parce que j'étais 3 ans à Chiang Mai sans pouvoir bouger. J'ai vécu une vie un peu monastique. En fait, normalement, moi je parlais beaucoup des communs d'aujourd'hui, avec un peu de référence historique. Là, c'est un peu différent. Je vais vous parler en fait vraiment des communs dans un contexte historique. Donc beaucoup moins des communs aujourd'hui, mais pourquoi les communs sont importants et où est-ce qu'on va avec les communs aujourd'hui. Et donc en fait, j'ai commencé peu après le début de Covid, j'ai commencé un projet de lire en fait tous les macro-historiens. Alors de suite, pour les lire tous, il faut 20 ans. Hein. Donc 2 ans sur 20, j'ai à peine effleuré cette littérature. Par exemple, Toynbee, Study of History, c'est 12 volumes. Ben, moi, je lis les 2 volumes abrégés, donc je ne vais pas lire les 12 volumes. Mais je vais lire Spengler, Toynbee, Carl Quigley, Jim Gebser, Sarkar, Sorokin. Scott, je ne connais pas, il faudra qu'on en parle après. Par contre, j'ai une bibliographie en ligne qui est très très complète sur le sujet. Donc, si le sujet vous intéresse, j'ai un wiki.p2pfoundation.net avec 23 000 articles sur les communs dans tous les domaines. Donc, transport, habitat, argent, enfin, tout, même sexualité, enfin, voilà, tout. Peut-être, Michel, on peut Oui. quand même dire pour ceux qui ne sauraient pas, en tout cas, que du coup, tu as fondé, enfin créé donc, une fondation qui s'appelle la P2P ou la P2P en français, fondation, qui est pair à pair fondation. Du coup, voilà, c'est là-dessus, sur ce site-là, que vous pouvez retrouver ce dont parle Michel et l'ensemble du travail en fait. Alors, le point de vue de départ, donc je vais quand même te définir pair à pair et commun, comme ça vous savez ce que moi j'entends, parce que évidemment ce sont des concepts qui sont interprétés parfois de façon différente. Donc pour moi, le grand changement qu'on vit aujourd'hui avec le pair à pair, donc cette capacité de mettre en échelle les réseaux. Donc quelque chose qu'on pouvait faire avant dans des petits villages où tout le monde se connaît. Et il y a un anthropologue fameux qui s'appelle Dunbar avec son Dunbar Number. Donc il dit qu'on peut en fait rester dans une dynamique plutôt égalitaire si on a moins de 150 personnes. Donc solutionner ces problèmes en parlant, en discutant, et de toute façon les gens dans ce village sont en général aussi des gens de la famille, etc. Mais une fois qu'on est dans une échelle plus grande, donc le coût de transaction, de coordination
que tout le monde doit parler à tout le monde, ça devient prohibitif et donc la mise en échelle se fait par hiérarchie. Donc les empires, les royaumes, les nations, les grandes firmes, tout ça se fait plus ou moins de façon hiérarchique. Or aujourd'hui, on a une technologie qui permet une mise en relation de pair à pair non territoriale. Ça c'est nouveau. Ça n'a jamais existé. Et donc du coup, si on définit la civilisation comme une relation entre la ville et la terre, la production agricole, c'est sûr qu'une fois qu'on sort de la géographie, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Donc, on connaît la géographie, on sait comment organiser des pays, etc. Mais organiser d'une façon translocale, transnationale. Donc en fait, aujourd'hui, on est double. On a presque une double nature. C'est-à-dire qu'on est lié géographiquement avec des gens qui sont proches de nous. Et en même temps, on peut être spirituellement, intellectuellement relié avec des gens dans une sorte d'autre territorialité virtuelle. Mais qui peut être très prenante, qui peut être très puissante, parce qu'aujourd'hui, avec la blockchain, il y a des groupes de capitaux qui sont constitués par des pairs et qui sont déjà en train de réfléchir comment acheter des villes au Honduras, El Salvador. Donc on peut s'imaginer déjà aujourd'hui un nouveau type de nation qui part du virtuel. Ça n'a jamais existé, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais en tout cas, il y a des personnes qui travaillent pour rendre ça possible. Bon, alors le commun, pair à pair commun. Donc ça, c'est les deux thèmes de la P2P Foundation. Et ce qu'on fait dans le wiki, c'est simplement noter, observer tout ce qui se passe dans la société, dans tous les domaines, comme adaptation à ces deux principes. Donc ça peut, en général, c'est hybride. Hein, en général, c'est pas tout à fait dominé par l'un ou par l'autre. Mais en fait, il y a quand même très peu de choses aujourd'hui, très peu de domaines de vie et de la vie sociale qui ne sont pas influencés d'une façon ou d'une autre par ces dynamiques pair à pair et commun. Alors, vite, le commun. Donc le commun, c'est ni l'État et c'est ni le privé. C'est-à-dire que l'État, c'est pour tout le monde, avec une institution, on va dire, bureaucratique ou de puissance. Le privé, c'est à moi, c'est pas à toi. Les communs, c'est une communauté ou un multi-partenariat qui gère une ressource en commun. Et ça a toujours existé, encore une fois. Donc, par exemple, dans le Moyen-Âge occidental, les communs étaient complètement intégrés dans la structure féodale. Donc, les paysans avaient un petit lopin à eux pour leur famille. Ils travaillaient pour le seigneur qui les protégeait. Et en même temps, ils avaient le commun du village. Et en fait, le rituel le plus important au Moyen-Âge, à côté de Pâques et de Noël, c'était, je dis en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, Rogentide Procession, Beating the Bounds. Donc, c'est-à-dire tous les ans, le prêtre suivi de tous les villageois allait rétablir les milestones, donc les piquets qui déterminaient le bornage, voilà, qui déterminait leur commun. Et donc, en fait, l'identité se constituait au Moyen-Âge, dans les paroisses, à partir des communs. Donc, nous, le village, pourquoi est-ce qu'on est dans un village? Parce qu'on a ces communs en commun. Et donc, ça, dans toutes les sociétés, ça fait partie intégrante des sociétés pré-capitalistes. D'ailleurs, aujourd'hui, le continent qui a le plus de communs, c'est l'Afrique. 85% des terres sont encore toujours en commun. Ça, c'est les chiffres d'il y a 10 ans, c'est un peu moins aujourd'hui, et il y a évidemment toute la puissance de privatisation qui est en route. Alors, le capitalisme change un peu la donnée, puisque le capitalisme croit que la privatisation est plus productive que le commun, et donc va, en fait, privatiser les communs. Et donc, par exemple, en Europe, dans l'Occident en général, on sait plus ce que c'est, en fait. Il y a encore des communs, hein, mais on les théorise pas, on n'en se rend pas compte. Par exemple, en France, il y a une association des communs communaux, et il y a 100 000 membres. Donc, il y en a partout des morceaux de forêt, des morceaux de rivière, dans les villages.
dans la Creuse, personne n'en parle, ça n'existe plus, sauf pour les gens de façon très locale. Mais le grand changement, évidemment, à partir de, je veux dire en belge, 1993, donc il y a la démocratisation des réseaux, et du coup les communs de la connaissance par les moyens digitaux deviennent quand même quelque chose de très très important dans la société. Wikipédia, Linux, Arduino, etc. Donc depuis, c'est important d'une façon sociologique en fait, puisque ça fait de retour rentrer l'idée des communs en fait dans la pensée moderne. Et si je fais une petite histoire stylisée des communs, donc d'abord les communs c'est physique. Donc par exemple au Sénégambia, les villageois pêcheurs qui décident comment pêcher, qui va quand, qui peut prendre autant, etc. Si on se demande pourquoi, quand on fait une photo du monde, c'est fait en Suisse, en Autriche et au Japon, c'est parce que les flancs de montagne sont des communs. Et donc les communs, ça vise à quoi? Ça vise à préserver les ressources pour une communauté au long terme. Donc on peut dire que l'État et le marché sont des institutions extractives, donc ils visent la compétition, la croissance, la conquête. Donc ils vont toujours surutiliser leurs ressources, toujours, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas une civilisation, un empire qui n'a pas collapsé, il n'y a aucune exception à la règle. Et en fait, là j'anticipe en fait ce que je voulais vous dire après, mais donc, imaginez donc un cycle, une pulsion extractive, donc un cycle d'expansion, puis à un moment donné, la population devient trop grande et les classes dirigeantes utilisent trop de ressources, donc il y a un dépassement des ressources locales, on ne peut plus maintenir la complexité de l'empire, de la civilisation, et ça commence à descendre. Quand ça commence à descendre, le peuple renforce les communs. En fait, donc il faut voir que le cycle extractif et le cycle des communs, c'est le miroir l'un de l'autre. Donc quand ça va mal dans les empires, ça va bien pour les communs. Mais ça va bien pour les communs parce que ça va mal dans l'empire. Donc en fait, souvent les peuples s'allient avec des mouvements spirituels qui vont dire voilà, il s'est corrompu, il vole, enfin voilà, et il faut revenir à une simplicité, donc que ce soit le bouddhisme, le christianisme, etc. Et donc ça va créer des forces sociales qui vont en fait mettre le commun au centre de leur pratique et de leur pensée. Alors que ça ne dure pas non plus, hein, donc il y a un cycle, donc ça fait, en fait, paradoxalement, donc, quand les communs marchent bien, ça va créer un surplus qui va alors recréer le cycle. Or, ce qui se passe aujourd'hui, avec le capitalisme, c'est que ce cycle, qui est très bien documenté dans les civilisations agricoles, en fait, s'arrête avec le capitalisme. Pourquoi? Parce que c'est global, et donc on va appauvrir de façon sérielle. Donc c'est plus tout le système qui marche comme ça, c'est on va prendre la nourriture, on va surexploiter la Pologne, puis la Hongrie, puis l'Afrique, puis l'Asie, et donc du coup pendant 400 ans on a échappé à ce cycle. Du coup maintenant, le monde entier est dans un overshoot, donc dans une surutilisation des ressources, et donc du coup se pose la question, selon moi en tout cas, des communs globaux, de comment protéger, et c'est nécessaire pourquoi? Parce qu'on peut très bien se défendre avec un commun local. Mettons des pêcheurs disent on va se protéger et réinstaller des communs pour pêcher d'une façon durable, mais aussi longtemps qu'il y a un grand bateau industriel qui passe à 20 km des plages, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas aujourd'hui uniquement faire une relocalisation. Et donc moi je parle de cosmo-localisation. Donc relocaliser, mais en même temps, donc en fait la règle est simple, tout ce qui est lourd est local, et tout ce qui est léger est global, et partagé. Voilà. J'anticipe, hein, donc je vais un peu vous... J'espère que ça marche. Alors je vous dis tout de suite que... la plus chaude... Chaudreau. Chaudreau. Comme le début de Chaudreau. Est-ce que c'est dedans? Tu ne veux pas le faire? Je vais le faire, bien sûr. Sinon je me stresse. J'ai vu le film de... Ça ne le fera pas, il n'y a pas de souci. Bon. Alors,
ça c'est des notes, hein, donc c'est pas une présentation esthétique. J'ai simplement fait des bullet points un matin, mais si vous aimez bien un peu quelque chose de plus beau à voir, c'est le mandala graphique de ce que je vais vous parler. Et c'est une artiste allemande qui a fait ça. C'est je sais pas comment elle a fait, donc j'ai parlé 1 heure et à la fin elle a fait ça. En fait c'est un métier, hein, une guilde, je sais plus comment on appelle ça mais en anglais. Facilitation graphique ou Voilà, visuelle. voilà. Il y a des guildes, hein, donc c'est des gens qui ont quand même fait un entraînement et enfin moi je suis très très heureux de ça. Alors, donc peut-être vous parler d'abord de comment définir une civilisation. Puisque je définis les communs, les pairs à pairs, donc c'est quoi une civilisation? Alors, il y a encore là une fois, c'est un concept qui fait discuter et tout le monde n'est pas d'accord, mais en principe quand même, il y a une sorte de consensus que les points ici, c'est essentiel. Donc, il faut que la société soit organisée d'une façon hiérarchique, donc soit des classes, soit des castes, enfin, il y a un système qui est beaucoup moins égalitaire que dans les peuplades, on va dire, un peu nomadiques, etc. Urbanisé, donc il faut qu'il y ait des villes, il faut qu'il y ait un langage écrit, une division du travail et une institution militaire séparée. Donc il y a une répression. C'est pas le peuple qui s'autogouverne, il y a toujours des institutions qui gèrent le tout. Et donc, le premier, peut-être qui est intéressant, qui est très très controversé, c'est un national-conservateur allemand des années 20, qui était antifasciste mais très très à droite à son époque. Mais il appartient à une tradition que moi j'appelle cosmobiologique. Donc il faut un peu vous imaginer qu'à la Renaissance, les gens étaient en même temps intéressés par la matière mais aussi par l'intérieur. Donc tous les savants de la Renaissance sont des savants qui essayent d'intégrer l'esprit, l'âme, la matière, la science. Une fois qu'on a les lumières, c'est fini, c'est la matière, on fait on coupe en deux. Et donc Spengler, il correspond plutôt à la tradition des idéalistes allemands, de Goethe, tu vois, donc il a cette idée que même une civilisation a une âme. Et en fait, il prend cette idée de Goethe, c'est-à-dire qu'une civilisation, c'est un organisme. Donc ça naît, ça croît, ça mature et ça meurt. Donc ça dure environ 1000 ans. Alors je vais juste en schéma. Donc, quand on commence une civilisation, quand un peuple s'installe dans un territoire. Donc par exemple, des nomades qui ont un voilier qui se mélangent avec un peuple local et qui commencent à dire, voilà, on reste. Donc, par exemple, les Francs, ici, en France ou en Allemagne. À ce moment-là, il y a deux, donc je veux dire en anglais, estates, les États, en français, oui, mais pas les États, mais donc les États, hein, comme les États généraux. Donc ça veut dire la noblesse, donc les guerriers, et les spirituels. Donc dans toute société qui commence à être civilisationnelle, il y a ces deux qui commencent à croître. Et selon Spengler, ils ont un symbole primaire. Donc ils ont une vision bien spécifique de ce qu'ils veulent et de leur rôle dans la société. Lui dit, ils sont formés. Donc pour être noble, guerrier ou pour être prêtre, c'est toute une vie d'entraînement, de comment faire, quels gestes, quels rituels, etc. Alors, une fois que ça se développe, il y a les villes. Les villes vont créer une base de pouvoir pour le monarque. Le monarque fasse billet aux bourgeois des villes et va détruire les estates. Donc ça inaugure, on va dire, les nations. Alors dans la nation, on est la quatrième caste, donc les ouvriers, quand les villes deviennent des vraies métropoles, etc. Et là, on a la démocratie pendant 2 siècles, et puis c'est fini, c'est le césarisme et c'est la fin d'une civilisation. Alors, il fait encore une autre différence qui est intéressante. Donc, il dit les 2 premières phases, c'est la culture. Donc là, c'est innovatif, créatif. C'est la noblesse et
et le clergé qui gèrent, donc qui ont des idéaux. Mais une fois que ça tient plus, donc que l'Empire, donc la fin de la République romaine, ça devient l'Empire, ça devient l'acide, donc on appelle culture, et puis civilisation. Une civilisation, c'est en fait simplement une croissance dans l'espace et on recopie ce qu'on a déjà. Donc à ce moment-là, c'est les généraux, les militaires, les ingénieurs, les commerçants qui gèrent la civilisation. Donc, prenons l'histoire, je suis désolé, donc un peu eurocentrique, c'est ce que je connais. Prenons les polices helléniques, donc les petites villes grecques qui sont très créatives avec leur art et tout. Mais l'hellénisme, ça c'est déjà la civilisation, donc il n'y a plus rien de nouveau, c'est simplement une répétition des grandes idées. Les écoles philosophiques sont toujours les mêmes qu'il y a 300 ans avant, etc. etc. Alors pourquoi est-ce qu'on peut critiquer Spengler? Parce qu'il ne voit pas du tout, par exemple, les liens entre civilisations. Lui, il dit qu'il n'y a pas de lien. Chacun recommence à zéro. Par contre, ce qui est très intéressant chez Spengler, et je trouve que ça vaut la peine de le lire, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas du tout comparer la Chine d'aujourd'hui avec l'Europe d'aujourd'hui. Non, il faut comparer l'automne de la Chine avec l'automne de l'Europe et avec l'automne de n'importe quelle autre partie du monde. Donc, c'est-à-dire, dans une phase déclinante d'une civilisation, il va y avoir certaines idées qui vont primer, mais en fait, ils vont être très très similaires dans toutes les civilisations. Par exemple, je prends la fin de l'Empire romain, qu'est-ce qu'on voit? Les stoïques. C'est quoi? C'est surtout ne pas s'énerver par des choses qui se passent à l'extérieur. C'est les épicuriens, rentrons avec nos amis dans le jardin, et c'est les chrétiens, ici de toute façon il n'y a aucun salut, c'est le salut ailleurs. Donc il n'y a pas d'utopie, ce sont vraiment des coping philosophies qui sont vraiment typiques pour la fin d'une civilisation. Et par exemple, Spengler va dire que le bouddhisme, c'est un nihilisme. Et aussi, il n'y a plus d'espoir dans la société, ce qu'on voit c'est l'illusion, il faut aller à l'intérieur, donc on se distance par rapport à la société et à la vie telle qu'elle existe. Il dit ça c'est typique pour une fin de civilisation. Alors, on peut beaucoup critiquer Spengler, mais par exemple, quand on parle de déclin, c'est effrayant. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, et puis on lit Spengler et on dit, aïe. C'est vraiment, tous les signes sont là, d'une fin de civilisation. Alors que lui prévoyait, je crois, en 2300, mais on a vraiment l'impression que c'est aujourd'hui. Alors, par exemple, la dénatalité, c'est un signe typique d'une fin de civilisation. Quand les gens ne veulent plus faire d'enfants, c'est fini. Donc pourquoi l'Empire romain s'est effondré? Parce que en Italie, en Gaule, en Afrique du Nord, on faisait plus d'enfants. Donc plus de militaires, donc on sait plus se défendre, donc on doit faire des alliés avec les barbares, enfin les Germains qui rentraient, et puis les Germains se sont dit, peut-être qu'on sait faire ça sans les Romains, et c'est fini, vous voyez ce que je veux dire? Alors, par exemple, on peut croire que le fait que tout est commodifié, donc que tout est marchandisé dans nos sociétés, on peut dire que c'est le capitalisme. Eh bien, Byzance l'a fait, Rome l'a fait, la Chine l'a fait. Donc, ça veut dire à un moment donné, donc, quand on détruit les castes, donc les deux ordres, donc la terre n'est plus féodale, donc c'est plus un lien, une lignée avec des responsabilités pour son terroir et pour le peuple qui vit dedans. C'est simplement une marchandise. Et donc ces décrets, on les retrouve à la fin de Byzance et à la fin de l'Empire romain. C'est effrayant quand on voit ça, parce que là on se dit quand même, en plus on dit quand même une situation mondiale, donc c'est pas uniquement chez nous que ça se passe, c'est dans le monde entier. Enfin là, je vais en parler après. Voilà. Bon, il y a beaucoup de détails, mais on peut passer peut-être à Toynbee. Alors Toynbee, donc ce qu'il faut voir, c'est que Spengler est le premier qui a vraiment fait un grand ouvrage sur la civilisation, en tant que tel. Donc pas une histoire de Rome, mais qui a vraiment pensé la civilisation. Et que du coup, vu que cette thèse est quand même très controversée et très, faisait réagir, donc il y a toute une flopée de gens qui ont réagi par rapport à Spengler. Donc, en Angleterre, c'était Toynbee. Et en Amérique, c'était Carroll Quigley. C'est John Gibbs. C'est Joseph Campbell avec sa mythologie. Tout ça, ce sont des gens qui ont lu Spengler
et on réagit par rapport à Spengler. Alors Toynbee, donc Study of History, 12 volumes, et lui, sa notion clé, c'est Challenge and Response. Donc c'est-à-dire qu'une civilisation, c'est toujours une réponse à un défi. En fait, c'est le climat. Donc il y a eu la déglacialisation en Europe qui a commencé, enfin non, dans le monde entier, qui a commencé à 12 000 avant Jésus-Christ, qui a duré de 3 000 ans. Donc le niveau de la mer s'est soulevé pendant 120 mètres. Donc du coup, les deltas du Tigris et de l'Euphrate et du Nil ont été inondés et l'Afrique du Nord s'est desséchée. Donc les civilisations sont une réaction par rapport à ça. Si on veut rester ici, vivre ici, ben, on doit contrôler l'eau. Et pour contrôler l'eau, ben, il faut s'organiser, et ça ne va pas de village à village, il faut viser en échelle. Et donc la civilisation, c'est ça, c'est vraiment une réaction d'une population qui veut survivre à un défi majeur. Et donc déjà, on peut faire, je ne dis pas que je maîtrise ça, hein, mais c'est un idéal intellectuel, on peut faire donc un système complexe adaptif, le climat, l'environnement, la nature, et la société et la culture humaine. Et j'ajouterai peut-être à la fin, si j'ai le temps, des mots de conscience. Jean Gebser, et Aurobindo, etc. Donc, c'est-à-dire voir comment la nature a changé, comment l'humanité a réagi par rapport à ces défis, et comment les mentalités ont évolué par rapport à ça. Et ce qui est intéressant chez Toynbee, c'est qu'ils disent quand ça va bien, eh ben, on n'entend plus parler de vous. Donc il donne plein d'exemples. Par exemple, à côté de Rome, il y avait une province qui était beaucoup plus riche que Rome. Et ben, ils n'ont pas eu de challenge et on ne sait pas où ils sont et ils ont disparu. Donc c'est vraiment une civilisation, c'est quand même quelque chose de un peu violent. Hein. C'est des peuples qui sont expansifs, qui ont conquis, mais qui ont fait ça par rapport à un défi. Alors, ce qui est intéressant aussi peut-être par rapport à Toynbee, par rapport à Spengler, c'est qu'il introduit, donc il est en désaccord avec le fait qu'il n'y a pas de contact entre civilisations, et il dit qu'il y a une évolution. Donc Spengler, il dit qu'il n'y a pas d'évolution. C'est un cycle éternel de croissance et de mort, et on n'apprend pas les uns des autres, etc. Or, Toynbee dit non, il y a quand même, on voit quand même qu'il y a un dépôt de connaissances et de technologies. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Donc lui, il distingue des générations. Donc la première, c'est Égypte, Mésopotamie. La deuxième, c'est Grèce, c'est hellénique et Rome. Pourquoi? Parce qu'ils inventent l'alphabet. Donc c'est plus les langages imagés. C'est-à-dire, donc ça permet des abstractions, donc ça crée une rationalité beaucoup plus forte. Donc d'abord, c'est uniquement la mythologie, et puis à Grèce et Rome, c'est mythologie et rationalité. Et puis il y a l'industrialisation, qui change encore une fois tout. Et moi je dirais, donc ça c'est mon hypothèse, aujourd'hui on entre dans la transition vers une quatrième forme de civilisation. Donc une civilisation qui tient compte de la planétarisation, de la digitalisation, des communs digitaux, etc., etc. Donc on n'y est pas encore, mais on est dans cette transition. Alors ce qu'il faut savoir aussi quand on étudie les transitions, c'est qu'il n'y a aucune transition qui est douce. Ça n'existe pas. Donc moi, j'ai longtemps cru au début de mon activisme qu'on allait en sortir d'une façon intelligente, on allait bien gérer tout, on allait employer les énergies renouvelables. Alors, je n'ai pas tué tout espoir, mais en général, ça se passe plutôt mal. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord une désagrégation avant qu'il y ait une réintégration. Et en fait, le schéma, c'est donc il y a un niveau de complexité dans une civilisation. Soit la civilisation n'a plus les moyens de maintenir cette complexité, donc il n'y a plus d'or, il n'y a plus moyen de faire des conquêtes, ou il y a une technologie qui vient déranger le niveau de complexité. Donc par exemple, on va prendre la fin de l'Empire romain, tout le respect pour la chrétienté qui ont créé une grande civilisation à 5 siècles après, mais au départ c'est une énorme simplification. Donc il y a plus de villes, il n'y a plus de routes, il n'y a plus de céramique, tout se passe dans la ruralité, dans la production pour la subsistance,
Bon, les seigneurs, ils sont un peu plus riches que les autres, ils font leurs fêtes et tout. Mais en fait, il y a très peu de surplus après Rome. Par contre, si on prend le 15e siècle, c'est peut-être un peu différent. Donc, donc le schéma, c'est aussi, donc la colle civilisationnelle, elle ne fonctionne plus. Donc, ce qui fait que tout le monde ensemble suit un peu et se coordonne par rapport à un modèle civilisationnel, un empire ou une religion universelle, ça cesse de fonctionner. Donc, il y a fragmentation. Et quand il y a fragmentation, il y a polarisation. Parce que quand tout le monde est seul, on cherche qui est le plus près de moi, qui peut me protéger. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? L'église païenne contre l'église chrétienne, la réforme contre les catholiques. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est les guerres culturelles. Oui. Le culture war, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est ça la polarisation aujourd'hui. Et donc il y a toujours un mouvement au moins dans les deux qui veut resimplifier la société. Donc il dit, non, par exemple, les chrétiens ne voulaient pas du tout des écoles philosophiques païennes. Ils ont fermé toutes les académies. Et il y a eu les dogmes. Donc, une simplification de ce qui était permis dans cette société. Et c'est donc dans ce moment de déclin, ça c'est aussi une thèse de Toynbee, il dit donc la dernière phase de civilisation c'est l'empire universel, c'est l'État universel. Donc il y a une force qui contrôle toute la sphère civilisationnelle. Donc Rome prend tout, ce qui était Alexandre, ce qui était l'Égypte, la Syrie, donc toute la sphère est occupée par un État, et donc un État qui dit je soigne tout le monde. Donc, à un moment donné, je ne sais pas en quelle année, un empereur romain dit tout le monde qui vit dans cette sphère est romain et a tous les droits des Romains. Pas les esclaves, évidemment, en tout cas les 20% qui étaient en haut. Or, ça, c'est déjà le déclin. Donc, une fois qu'il y a l'empire universel, c'est déjà le déclin qui s'amorce. Alors, comme la population n'est plus protégée et soignée par cet État universel, ce qui vient, c'est l'Église universelle. Donc c'est ces réformes spirituelles, ces mouvements spirituels qui vont essayer de survivre dans le déclin de la civilisation, quand tous les intègres, qui vont s'auto-organiser. Alors, pourquoi par exemple les chrétiens finalement sont devenus hégémoniques? Alors il y a beaucoup de théories, mais je vais vous donner une qui me paraît tout à fait intéressante. Donc c'est quand les empereurs premièrement, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à tuer, qu'ils étaient trop résilients, mais que les chrétiens étaient les seuls qui étaient capables de soigner les gens quand il y avait des pestilences. Donc quand la peste est venue, les païens étaient beaucoup moins organisés, soit il n'y avait pas d'hôpitaux, les chrétiens, qui sont devenus catholiques après, avaient des hôpitaux. Et donc ils se sont dit, on va plutôt officialiser la chrétienté parce qu'ils sont mieux organisés que nous. Alors, deuxième phase, donc l'État romain s'effondre, les nomades germaniques entrent, et eux, ils savent pas gérer la complexité de Rome, des États romains. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une alliance avec l'Église universelle. Et donc, l'Église universelle, c'est, je dis ça en anglais, the seed form, the germ form, de la société à venir. Donc, il y a toujours un contre-pouvoir. Alors, ce qui est très important dans les transitions, c'est aussi, ce n'est pas une continuation. Donc, par exemple, les païens, ils ne travaillaient pas. Donc, être une élite romaine, grecque, etc., c'est faire travailler les esclaves. Or, pour les chrétiens, l'oisiveté, c'est un signe, un péché. D'accord? Donc, c'est une transvaluation. Donc, la transition civilisationnelle, c'est pas simplement une évolution, plus de conscience. Non, c'est un changement radical. Il faut travailler. Tout le monde doit travailler dans le monde chrétien. Il n'y a pas d'oisiveté. Les moines, ils travaillent. Ora et labora. Il faut prier et travailler. Donc, chaque fois, une transition civilisationnelle, c'est vraiment une transvaluation. Donc, le peuple réagit et traduit d'une façon spirituelle, par le biais de ces églises universelles, traduit donc un mécontentement avec le déclin du système dominant, et veut faire
quelque chose de complètement différent. Alors évidemment, ça ne va pas être tout à fait différent non plus, il y a des formes qui vont survivre, mais il y a vraiment une différence radicale entre ces formes difficiles à sonner. Donc après la transition, c'est plus pareil, c'est un autre système. Et donc ce qui est très intéressant, et c'est ça que j'ai fait avec P2P Foundation, déjà il y a 15 ans, ou même plus, la vie va vite, ça a 20 ans déjà en fait, c'était déjà cette intuition-là. Donc j'avais étudié déjà pendant 2 ans les transitions à l'époque, j'avais fait 2 années sabbatiques, que j'ai refait 20 ans après. Et là, j'avais vu que en fait, les changements, c'est pas du tout la Révolution française, la Révolution russe, ce sont des exceptions en fait. En fait, les révolutions sont très différentes les uns des autres, mais ce qui compte, c'est les formes en germe. C'est-à-dire quand un système, quand la logique du système ne marche plus, il y a un exode du système, et les gens vont expérimenter avec d'autres paradigmes. Et ces paradigmes, peut-être qu'au début, il y a une sorte de lutte darwinienne entre différents paradigmes de remplacement, mais à un moment donné, on voit bien qu'il y a une sorte de template, de forme générique qui s'impose. Et alors là, évidemment, mon point de vue particulier que je partageais là, c'est que cette forme aujourd'hui, c'est les communs. Pourquoi? Donc, vous avez le cycle que j'expliquais au début, un cycle extractif et le contre-cycle régénératif. Donc ça fonctionne quand on est non global, puisqu'on peut échanger. Par exemple, quand on voit les capitales chinoises ou les capitales des Mayas, même la capitale des Romains, c'est Rome, c'est Byzance, c'est Ravenne, ça change. Ça va vers où il y a encore des territoires avec une productivité et qui marche bien. Or, quand on a tout exploité et tout appauvri, on ne peut plus continuer le cycle. Donc, l'idée que je défends, c'est que d'abord, il faut constituer les communs en tant que contre-pouvoir. Donc, on a le système international et le système financier transnational, donc interétatique et transnational, qui appauvrissent la Terre. Et donc, la première chose, c'est de créer des contre-pouvoirs communs pour protéger des ressources, des communautés de vie et des communautés biotiques, etc. Donc ça, c'est la première phase. Mais en fait, c'est pas suffisant. Donc moi, je crois qu'on va vers un système où en fait, les communs seront centraux, seront l'attracteur chaotique, et où l'État et les marchés, qui à mon avis ne vont pas disparaître, mais qui vont se transformer, vont devoir s'adapter à la logique du commun. Et donc, ce qu'on doit, à mon avis, construire aujourd'hui, c'est des magistères des communs, donc selon ce que j'appelle cette cosmolocalisation. Donc, relocaliser la production d'énergie, enfin tout ce qu'on a besoin. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est dans la globalité, c'est le contraire. Donc, on prend tout d'ailleurs, et ce qu'on ne trouve pas ailleurs, on fait chez soi. Or, en fait, on va changer, on va dire, on fait tout chez nous, et ce qu'on ne trouve pas chez nous, on va le chercher ailleurs. Donc c'est le default qui doit changer. Et en faisant ça, rien que ça, donc aujourd'hui, on produit 3 fois plus, on utilise 3 fois plus de matière et d'énergie pour transporter que pour fabriquer. Donc rien qu'en localisant, ben, c'est déjà 2/3 des dépenses de l'humanité qui sont pas nécessaires. Mais en plus, on va mutualiser. Donc, par exemple, quand on parle aujourd'hui de la voiture électrique, en fait, c'est une catastrophe. Si on étudie la voiture, il faut 6 fois plus de matière. Par contre, si on dit on utilise la voiture électrique, mais on va la mutualiser, c'est tout à fait différent. Donc, par exemple, quand vous faites un club associatif de partage de voitures, donc moi j'ai fait une étude à Gand, et il y a une grande avec 4 000 membres et une petite avec rien que des voitures électriques avec 200 membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a accès tout le temps à une voiture quand on en a besoin. C'est-à-dire, pourquoi c'est important? Parce que c'est point à point. Donc, les transports publics ne peuvent pas remplacer cette complexité. Mais là, oui, donc on a des voitures à disposition, donc on peut aller d'un point à un autre. Par chaque voiture partagée, on remplace 9 à 13 voitures individuelles. Donc du coup,
le coût du voiturage, ça tombe de 80%. Il y a entre 9 et 13 fois moins de matière qu'on va utiliser. Et on a toujours la même liberté de voyager. Donc la mutualisation qui se greffe sur la localisation, ça veut dire qu'on peut en fait maintenir le maximum une complexité sociétale qui risque sinon d'avoir ce qu'on a vu après l'Empire romain. C'est en fait un effondrement total de la complexité sociétale. Donc si on a envie de vivre jusqu'à 80 ans ou des choses comme ça, ben, on a intérêt à relocaliser et à remutualiser des grands pans de l'économie. Et donc de centrer la vie sociétale autour des communs. Donc distributed manufacturing, donc des industries distribuées qui ont, donc ça j'appelle en anglais, hein, je suis désolé, Global Open Design Communities. Donc on a dans le local, on a par exemple le modèle italien, on appelle ça Quintuple Helix, la ville, le secteur commercial, les ONG et le secteur recherche aident les initiatives citoyennes centrées autour des communs, font des contrats des communs et donc légalisent la productivité des communs urbains. 250 villes italiennes font ça et 1 million de personnes sont concernées en Italie. Donc sont actifs dans des communs urbains qui n'existaient pas il y a 15 ans. En fait, l'étude que j'ai fait à Gand, après j'ai dû trouver des chiffres de la Flandre, de la Belgique, de l'Hollande, de la Catalogne. On a décuplé le nombre des communs urbains sur 10 ans. Donc là, à Gand, il y avait 50 communs urbains en 2008. Et aujourd'hui, en 2017, quand j'ai fait l'étude, il y en avait 500. Donc ce que je raconte, c'est pas une invention. J'observe et j'essaie de théoriser ce qui se passe. Et donc on voit que les premiers qui font l'exode, soit parce qu'ils sont idéalistes, soit parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ne savent plus survivre dans le système, sont déjà aujourd'hui occupés à mutualiser. Oui, Laurent. Je t'interromps. Oui, vas-y. Est-ce que la nature des communs, on parle de 50 à 500, est la même? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot commun, tu vois? C'est ça. Tu lui faisais remarquer. Oui, alors il y a le commun local qui est physique et qui peut être très local, rural, la ville, bio-régional. Et alors il y a les communs non physiques, eux, il n'y a pas de limite. Et donc ça, j'appelle les coopératives de protocole, protocol cooperatives. Pourquoi? Parce que, admettons, vous voulez mutualiser Airbnb. Airbnb, comme on sait, c'est très négatif pour une ville. Donc ça crée la gentrification, ça chasse les gens des centres-villes, ça fait monter les prix, etc. Mais il y a des modèles alternatifs, par exemple Airbnb, donc un modèle mutualisé qui a des règles beaucoup plus strictes. Mais admettons qu'il y a plusieurs villes qui veulent faire ça. Ça n'a aucun sens de coder dans chaque ville un système. Non. Ce qu'il faut donc c'est un code commun. Il faut des protocoles communs et puis on va les adapter localement. Et comme dans l'open source, hein, donc on adapte le code source et on remet l'adaptation dans le pot commun. Et donc du coup, tout le monde peut apprendre les uns des autres. Donc dans le capitalisme, on a economies of scale, c'est-à-dire qu'on gagne de l'argent en augmentant d'échelle parce que le prix de l'unité diminue. Mais en fait, on a de plus en plus besoin de matière énergie pour le faire. Dans les communs, on fait quoi? Economies of scope, faire plus avec la même chose. Donc, une innovation dans n'importe quel point du réseau fait que cet apprentissage est collectif dans tout le réseau. Et donc, ces Global Open Design Communities qui existent déjà, pour moi, c'est le germe de ces magistères des communs. Voilà. Donc, oui, je suis désolé, vraiment désolé, je ne fais pas attention. Donc j'étais à Toynbee, je vais passer à quelque chose qui est très intéressant aussi, ça c'est, j'espère qu'il est là. Carol Quigley. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on te pose des questions maintenant? Oui. Parce que je le dis parce que non, mais je continue aussi en même temps, j'ai mon... timide.
guilde. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, une notion très importante de Carol Quigley, qui est un Américain qui a réagi à Spengler, qui a écrit un très très bon livre sur la macrohistoire. Une notion clé qu'il développe, c'est l'instrument d'expansion. Donc, une civilisation, ça a besoin d'un surplus. Un surplus qui peut venir de l'extérieur, donc la conquête, et on pense qu'on trouve ailleurs, ou qui peut aussi venir des inventions technologiques, donc qui augmentent la productivité de l'agriculture en interne. En tout cas, il faut un instrument d'expansion. Donc, par exemple, il dit, dans la civilisation occidentale, il y a eu 3 instruments d'expansion: le féodalisme, le capitalisme commercial et le capitalisme industriel. Or, ces instruments d'expansion ont tendance à devenir des institutions. Une fois qu'ils sont institutions, ils travaillent pour eux-mêmes, ils ne fonctionnent plus au service de la civilisation. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Les cisterciens. Moi, j'adore les cisterciens. Pourquoi? Donc, je vais un peu vous raconter ça. C'est très mal connu, cette histoire de l'histoire européenne. Donc, Charlemagne, 8e siècle, il divise le royaume franc en 3 parties, l'Almanique, le français, et au milieu, l'Otharinge. La Lotharingie. La Lotharingie. Voilà. C'est donné la Lorraine. C'est ça, la Lorraine. Alors, ça marche pas. Et donc, en fait, il y a au Xe siècle, vraiment une sorte d'effondrement de l'Europe. Donc, il y a les Vikings qui viennent du nord, il y a les Avars qui viennent de l'est, et il y a les Sarrasins, les musulmans qui viennent du sud. Et c'est pour ça qu'on a tous les châteaux. Tous les petits barons, ils disent on doit se protéger, donc ils commencent à faire des châteaux, et il y a plus de royauté sauf symbolique. Mais donc c'est aussi, il y a une hyper-exploitation à ce moment-là du peuple. Et les milices, ils viennent voler les églises, ils prennent l'or des églises. En 955, il y a une vraie révolution sociale. On appelle ça le mouvement de la paix de Dieu, donc des moines de Cluny, suivis par le peuple avec Marie devant, et ils commencent à confronter les féodaux avec leurs péchés. Ça marche, à l'époque. Parce que tout le monde est très croyant. Et du coup, on va signer 600 contrats, donc des traités de la paix de Dieu, avec 3 règles. Première règle, je veux dire en anglais, make love not war. Donc ça veut dire que les féodaux eux-mêmes vont promettre de marier leurs enfants et pas toujours se battre pour avoir plus de terre. Donc ça pacifie les luttes interféodales. À l'intérieur des familles, on va instaurer la primogéniture. Donc c'est le fils le plus âgé qui reçoit toutes les terres. Alors ça a l'air très négatif, ça heurte notre sentiment égalitaire aujourd'hui, mais il faut bien comprendre pourquoi c'est nécessaire. C'est-à-dire que quand on répartit de façon égalitaire les terres vont se fragmenter de plus en plus, jusqu'à un moment où il n'y a plus assez de terre pour produire pour son propre besoin. Et il paraît par exemple le Rwanda est très fort lié à ce phénomène-là. À un moment donné, il n'y avait plus assez de terre pour tout le monde, et ça crée des tensions sociales et ça a créé le drame prononcé. Donc la primogéniture, ça a l'avantage, donc un fils, pas une fille en général, et un fils va recevoir toute la terre, il va pouvoir continuer à liguer, mais ça crée un surplus. Et ce surplus crée des jeunes gens qui vont soit aller au clergé, soit qui vont aller à la guerre. Parce qu'il y a un surplus. Et donc, toutes les sociétés qui ont instauré la primogéniture, c'est alors qu'ils commencent à s'étendre. Par exemple, les Mongols ont eu le même problème, c'est quand ils ont instauré la primogéniture que les Mongols ont commencé leur expansion. Troisième règle, c'est là qu'interviennent les communs. Donc en fait, on a légalisé les communs. Donc il y avait des communs, mais ils étaient, on va dire, sauvages. Il n'y avait pas d'ordre social qui permettait de reconnaître les communs. Après donc 975 et les traités de la paix de Dieu, les communs sont légalisés. C'est-à-dire qu'il y a en Europe une explosion de communs ruraux, carrément des contrats, en tout cas en Belgique et aux Pays-Bas et dans le nord de la France. C'est vraiment des contrats, on retrouve ces contrats. Et les guildes, qui encore une fois n'existaient pas au Xe siècle, il y a une explosion des guildes. Donc,
Et ces trois trucs en même temps ont stabilisé l'Europe occidentale. Donc on a triplé la population à l'ouest et doublé dans toute l'Europe. Et alors les villes sont revenues de ça. Alors pourquoi les cisterciens? Instrument d'expansion des communs. Donc Saint-Bernard, donc il aura et labora, il faut prier et travailler. Or les moines de Cluny ils sont un peu devenus corrompus, ils font travailler les autres. Donc il dit c'est des synagogues de Satan. Non, nous, et donc il crée un nouvel ordre qui suit les règles beaucoup plus strictes. Alors si je ne me trompe pas, donc il y a 12 moines ermites et 24 moines au tout, des moines travailleurs, qui vont faire de l'agriculture, qui vont faire de l'artisanat, et qui vont, sur 70 ans, développer 3 quarts de terre, avec un système viral, c'est-à-dire, une fois qu'ils ont 64 personnes, ils sont obligés de se séparer, et comme des abeilles, les 34 qui sont libérés de leur monastère vont chercher un autre monastère. Donc, un système avec des monastères autonomes, relativement égalitaires, où tout le surplus est utilisé pour le collectif. Donc, du coup, quand on installe un monastère quelque part, 4 générations après, ils sont les plus riches. Parce qu'il n'y a aucun... tout va dans l'infrastructure collective. Et donc ça, c'est un instrument d'expansion. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut ça pour les communs aussi. Donc on a un problème dans les communs, c'est qu'on est tous très gentils et très égalitaires, donc on va toujours partager. Or, si on partage tout le temps, eh ben, il n'y a pas de surplus. Et donc on sera toujours marginal. Donc on doit trouver des moyens, dans les communs, d'être forts, comme les guildes l'étaient au Moyen-Âge. C'est pas parfait, hein, c'est pas un monde parfait, mais il faut en même temps être coopératif et en même temps pouvoir s'agrandir. Donc moi je crois qu'aujourd'hui on doit shifter, et c'est en train de se faire, hein, terre des biens et tout ça. Donc il faut, qu'est-ce qui est commun? Il faut des propriétés, il faut du capital, il faut un moyen de croissance. Mais un moyen de croissance, comme chez les cisterciens, qui n'est pas du tout hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de croissance distribué. Et voilà, donc ça on va voir comment ça marche, mais en tout cas, c'est ce qui me paraît nécessaire. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous raconter? Oui, peut-être quelque chose qui est très intéressant à mon avis, c'est David Wilkinson. Pourquoi? Parce que, bon, après la chute de l'Empire romain, il n'y a plus rien. Il n'y a quasiment plus rien. Mais c'est pas tout à fait correct, parce qu'en fait, Byzance, elle a survécu encore jusqu'à 1500. Donc en fait, l'Empire romain n'est pas du tout tombé, c'est l'Occident qui est tombé. Et en fait, David Wilkinson il dit la civilisation en tant que réseau de vie, avec un niveau technologique, ça n'a jamais disparu. Ça, c'est plus ou moins une bonne nouvelle. C'est-à-dire que même si on a une imagination deep adaptation, tout va s'effondrer, en fait, c'est pas sûr. Dans toute l'histoire jusqu'à présent, il y a toujours eu des endroits, alors je ne dis pas que ce sera 10 milliards, on n'en sait rien, ce sera peut-être 1 milliard, mais il y a toujours, alors selon un ingénieur que j'ai pu lire là-dessus, qui n'est pas très réjouissant, mais je vous dis ça en vitesse, donc lui il croit qu'il y aura de la place pour 3 groupes de 50 millions de personnes, là où il y a l'énergie hydraulique, et qu'il y aura la place pour 650 millions de personnes qui vont être un peu comme les serfs au Moyen-Âge. Donc ils vont être dans l'agriculture, mais il y aura donc 3 possibilités de maintenir 3 centres civilisationnels. Je dis ça comme ça, hein. Je ne l'ai pas étudié à fond, mais juste pour montrer une façon de penser. Mais en tout cas, donc la thèse de la civilisation centrale me paraît intéressante. Donc c'est quoi? C'est d'abord, ça commence avec l'Égypte et le Sumer, donc la Mésopotamie, qui se battent entre eux, donc ça fait un système qui va devenir l'Occident à partir du XVIe siècle et qui va devenir la civilisation monde. Je ne sais pas depuis quand on peut dire, mais en tout cas aujourd'hui on est en plein dedans. Bon, ça pose beaucoup de problèmes. En quoi est-ce que les civilisations sont différentes? Moi je vis en Thaïlande, donc je vis très bien cette dualité entre en même temps, je suis marié, hein, donc ma femme pense complètement le contraire de moi sur tout. Donc je vois bien qu'on est dans une autre civilisation, je ne crois pas que c'est uniquement parce qu'elle est une femme, donc il y a beaucoup plus.
Donc elle réagit différemment par rapport à plein de trucs de valeur. Mais en même temps, on voit bien qu'elle consomme, qu'il y a des usines, qu'il y a des shopping malls. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a en même temps un fonds commun et en même temps il y a des différences. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un fonds commun technologique qui est clairement mondial. Ceci dit, on est en déglobalisation. Donc tous les chiffres le montrent depuis 2008, mais maintenant c'est en train de s'accélérer. Donc il y a Michael Hudson, ça je vais peut-être aussi mentionner, il n'est pas... Michael Hudson, c'est un monsieur qui a travaillé pour Wall Street, qui est marxiste et georgiste. Georgiste, c'est une sorte de tendance américaine qu'on connaît très mal ici, mais qui est conseiller des Chinois, un économiste très intéressant, et lui il dit, en fait, il y a deux modèles qui se sont fait la concurrence dans la sphère centrale, c'est-à-dire le continent eurasiatique et l'Occident marchand. Donc, c'est quoi la différence? Donc, les empires, Chine, Inde, Mésopotamie, sont des modèles impériaux basés sur l'harmonie sociale. Donc, c'est-à-dire que l'empereur est responsable de tous ces sujets, il va protéger ces sujets contre les marchands. Donc, dans toutes ces situations, le marchand est toujours minoritaire. C'est vraiment l'empire qui règle la marchandise. Et il y a des marchands, mais par rapport à l'économie totale, c'est très très relatif. Et il y a des trucs comme le jubilé, chez les juifs, le jubilé c'est tous les 50 ans, je crois. Il y a Clean Slate Legislation, la table rase. Donc tout ça, c'est des législations impériales qui disent tous les X années, il n'y a plus de dette. Et on recommence. Et on sait très bien que toutes les civilisations, que ce soit l'islam, la chrétienté, le judaïsme, je ne suis pas certain en Orient comment ça se passe en Inde et en Chine, etc. Mais on est contre l'usure. Et l'usure, ça veut dire l'intérêt. Donc l'argent, jusqu'à en fait, la fin des Cathares au XIIIe siècle, l'argent est un argent négatif. Intérêt négatif. Pourquoi? Parce que le grain, donc les prêtres sumériens qui géraient le grain, donc ils avaient inventé une comptabilité, et ils donnaient une preuve de comptabilité aux paysans, mais chaque année, il y avait moins, puisque aussi le grain, il restait pas bon. Donc ça perdait 5% de valeur. Au Moyen-Âge, en Europe, tous les 5 ans, il fallait changer 5 pièces contre 4 pièces. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accumulation, ça veut dire qu'on investit tout le temps, et c'est pour ça que ça marche si bien. Mais dans une société statique, donc il n'y a pas de croissance. Devenir riche, ça veut dire appauvrir quelqu'un d'autre. Donc soit on fait la conquête, et c'est ça le féodalisme, donc c'est-à-dire que l'exploitation interne, c'est juste les paysans qui sont en subsistance et qui donnent leur surplus, mais devenir riche, c'est quoi? C'est pas faire du commerce, c'est envahir quelqu'un d'autre. Ça va, dans ces systèmes, puisqu'on ne peut pas devenir riche en interne sans appauvrir son propre pays. Or, une fois qu'on instaure, donc c'est les Cathares, c'est à cause des Cathares, donc les Cathares qui ont créé une civilisation dans le sud de la France, où il y avait la semaine de 5 jours, donc le jour de Dieu dimanche et le Blue Monday, le jour de la famille. Les squelettes des femmes sont plus grands qu'aujourd'hui, donc les gens étaient bien nourris, il y avait 120 jours de fête par an. Donc ils ont été détruits par l'alliance du roi de France et du pape. Et là, on a instauré l'argent à intérêt positif. Donc du coup, il faut de la croissance. Donc du coup, la société occidentale a été désintégrée. Donc du coup, au XIVe siècle, la peste est venue. Et donc la théorie de Bernard Littard, c'est là où j'ai lu ça dans son livre Le mystère de la monnaie. Donc il dit, c'est pas la peste qui a détruit l'Europe, c'est l'argent qui a déstructuré l'Europe pour que la peste puisse venir. Et souvent, en fait, on voit quand la peste vient, c'est justement aussi des déclins de civilisation. Donc c'est le fait qu'on ne peut plus s'en défendre, c'est en fait que les structures sociales ne tiennent plus. Ah oui, alors Handy Study, ça c'est aussi très important.
Donc HANDY, ça veut dire Human and Nature Dynamics. C'est une étude de toutes les civilisations à partir du néolithique. Donc, toutes se sont effondrées, mais il y a deux règles. Et la première règle, c'est... J'ai oublié la deuxième, je dois quand même dire la première. La première règle, c'est au plus d'inégalités à la société, au plus les classes dirigeantes sont isolées des problèmes, donc au plus long ils peuvent continuer leur overshoot, au plus profond la chute et au plus profond ça dure. Au plus d'égalité dans une société, au moins les dirigeants sont isolés des problèmes, donc au moins longtemps ils peuvent continuer quand ça va mal, et au plus court, le temps de rétablissement des civilisations. Donc par exemple en Suède, on est vachement mieux qu'aux États-Unis, par exemple. En Finlande, on sait ce que gagne tout le monde, il y a les comptabilités ouvertes, donc on sait chacun, on sait ce que gagnent les riches, donc il y a un lien beaucoup plus organique entre l'élite et le peuple. Dans des pays où il y a très peu de liens organiques, donc là, on continue à surconsommer, et donc là, les catastrophes sont beaucoup plus lourdes. Alors, je crois que je vais peut-être m'arrêter ici, mais peut-être, oui, encore ça, puis j'arrête, parce que je peux continuer. Hein, donc, ça, c'est Peter Pogami. Pourquoi il est intéressant, Peter Pogami, qui est un endroit? Premièrement, parce que c'est le premier qui fait le lien entre donc, le système climatique, le système sociétal et ce qu'ils appellent le changement des mentalités. Modes of consciousness. Et alors, donc, lui, il est très concret sur le capitalisme aujourd'hui. Il dit voilà, donc, toutes les transitions sont chaotiques, et on en a déjà eu 3 dans le capitalisme. Donc, il y a d'abord le système mercantile, l'ancien régime, qui s'effondre avec la Révolution française, et qui va durer jusqu'à Napoléon. Donc, il y a 30 ans de transition chaotique. Il y a des millions d'Européens qui vont mourir dans les guerres de Napoléon. Mais du coup, après 1815, ça crée un nouvel ordre, l'ordre smithien, donc la domination du capital sur le travail, mais avec des choses intéressantes. C'est-à-dire que, et ça évidemment, ça cause la colonisation. Donc, premièrement, la classe ouvrière peut bouger. Donc, elle peut aller en Australie, elle peut aller en Amérique du Nord, elle peut bouger. Donc, du coup, il y a une concurrence pour le travail. Ça, c'est un. 2, comme ils ont tellement souffert de la guerre, les élites ont décidé de ne plus faire la guerre. Donc, il y a 100 ans de paix en Europe, jusqu'en 1914. Avec un petit épisode en France avec les Prussiens, mais c'est vraiment minimal. Donc, du coup, sur 100 ans, on a quintuplé les salaires de la classe ouvrière en Europe. Mais ça se termine avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Donc ça, c'est 30 ans de transition chaotique, et ça donne quoi? Ça donne le système fordien de l'État social, donc qui est un contrat entre le monde du capital et le monde du travail, mais qui se fait au détriment du Sud et de la nature. Donc en fait, on parle beaucoup d'anthropocène. C'est vrai que l'industrie n'était pas très bonne, mais en fait, quand même, le logistique, donc quand ça va comme ça, c'est dans les années 50, c'est pas avant. Donc c'est vraiment ce contrat social, mais qui ne tient pas compte de la nature et du monde entier, qui crée les problèmes, enfin, en tout cas, qui a fortement accéléré la situation d'aujourd'hui. Et donc, 2008, on est entré dans la transition chaotique du système fordien qui est devenu néolibéral. Et donc, selon Pogani, et je trouve ça intéressant, moi j'adhère à cette thèse, il y aura plusieurs choses qui doivent être faites. Le premier, c'est un nouveau contrat social pour toute l'humanité, mais surtout un contrat social entre l'humanité et la vie. Puisqu'on a fait un contrat social contre la vie, donc cette fois-ci, on voit tout de suite que c'est une transvalorisation. Donc et c'est pour ça que c'est profond le changement aujourd'hui, parce que depuis qu'on a des civilisations, donc depuis 3000 ans avant Jésus-Christ, et c'est pas uniquement les chrétiens, parce qu'aujourd'hui on touche les chrétiens qui ont fait ça, non, c'est tous les peuples, toutes les religions ont fait ça. Donc c'est-à-dire surutiliser leurs ressources. C'est la civilisation qui fait ça. Donc la civilisation, c'est une expansion
mais qui ne tient pas compte des limites naturelles. Et donc ça, on ne peut plus. Donc ça, c'est la 4e civilisation. C'est aussi le second âge axial. Donc le premier âge axial, c'est 600 avant Jésus-Christ. Donc les prophètes juifs, les philosophes grecs, l'hindouisme, le taoïsme, le confucianisme, tout ça, ça s'écrit en même temps. Plus ou moins. 200 de... Et bon, il y a plusieurs hypothèses, mais je dis la mienne, c'est-à-dire qu'en fait, l'urbanisation devient complète. Donc du coup, on sort de tout ce que la tribalité nous offre, c'est-à-dire on connaît, on est en famille, on connaît tout le monde, on a confiance, et du coup, on est dans une ville, on est serf, on est domestique, on est soldat, et on doit vivre avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, en fait, des religions axiales, donc les grandes religions, c'est des religions qui donnent un sens éthique aux civilisations complexes. Donc, comment prendre des décisions et comment discipliner le pouvoir. C'est ça, en fait. Hein. Donc, en fait, les grandes religions, c'est discipliner le pouvoir. C'est faire en sorte que même l'empereur est soumis à des lois qui sont pour tout le monde. Et là, je reviens à un film que j'avais oublié de finir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de me rappeler. Donc, l'Empire, modèle harmonique. En Grèce et Rome, c'est les créditeurs qui prennent le pouvoir. Donc, la démocratie grecque, c'est une réaction par rapport aux dettes et l'esclavage de la dette. Et donc, en Occident, on a un système antagoniste. Donc Rome, c'est les tribuns. Les tribuns, c'est quoi? C'est la plèbe, la classe ouvrière, qui a son institution pour se défendre contre le Sénat. Donc c'est-à-dire que l'antagonisme fait partie intégrante du système occidental. Donc il y a un avantage, c'est-à-dire qu'on a un monde civique très fort, on sait comment se défendre contre la captation. Par contre, en Asie, par exemple, modèle harmonique, société civique très, très faible. En Thaïlande, il n'y avait pas d'écriture jusqu'au XVIIIe siècle. Il n'y avait que les moines et les scribes du roi qui écrivaient. Donc la société civique, elle n'existait pas en tant que telle. Elle ne devait pas exister puisqu'elle était prise en compte dans une sorte de système holistique. Et en fait, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi je crois que la guerre d'Ukraine, c'est ça. Donc c'est d'un côté les souverainistes, donc qui prennent l'État en primeur, donc la Russie et la Chine, l'État prime sur le marché, et il y a un bien commun, même s'il est perverti, mais il y a un bien commun dans l'idéologie de l'État russe et de l'État chinois. Et puis, il y a les libéraux chez nous, on dit qu'il n'y a pas de bien commun. C'est l'intérêt de chacun, et au plus on a chacun son intérêt, au mieux que ça va. Et donc c'est marchand, c'est maritime, c'est la classe privée qui gère, et l'État est soumis au diktat financier contre un système étatique, mais les deux sont basés sur la rivalité, les deux sont basés sur la guerre, et donc le système que je propose, cosmo-local, c'est un troisième système qui parle de la productivité de la société civile et des institutions de la société civile. On crée des contre-institutions pour sortir de cette rivalité, pour arriver, donc d'abord degrowth et puis steady state. Donc d'abord diminuer la surutilisation pour arriver à une sorte d'état steady state, je ne sais pas comment dire en français, de stabilité thermodynamique. Je ne sais pas si on va y arriver, mais je crois qu'on peut y arriver, personnellement, mais que la voie pour y arriver, c'est les communs. Et que donc la cosmolocalisation, c'est en fait la forme civilisationnelle à venir. Voilà, merci.